Bienvenue sur F1 TV après ce Grand Prix d'Espagne d'anthologie. Mon cher Yves, je crois qu'on va s'amuser. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va évidemment évoquer le vainqueur du jour, exceptionnel. Mais d'abord, cet incident du troisième, du quatrième virage même, entre les deux Mercedes, quelque part, la tension est telle, la rivalité est à ce point exacerbée entre ces deux-là, que j'ai envie de dire, tôt ou tard, ça devait arriver. Voilà, il y avait anguille sous roche. Oui, il faut dire que ça a démarré au premier virage de manière magnifique. C'est que Hamilton a pris un très bon envol, mais Rosberg a pris un envol extraordinaire. Elle a passé par l'extérieur, donc c'était déjà une très belle. C'est que Rosberg a fait l'aspi. C'est vrai qu'à Barcelone, c'est en descente et il a bénéficié de l'aspi. Mais c'était très beau et c'est ce qu'on appelle nice racing, n'est-ce pas? Et après l'incident. Grave incident pour Mercedes, c'est un drame. Et bon, Hamilton a dit qu'il a vu un trou et qu'il s'est engouffré dans ce trou. Et on croit entendre Kvyat en Chine. Seulement Kvyat, il a vu un trou et il a réussi à sa manœuvre, tandis que Hamilton ne l'a pas réussi. Et donc des conséquences très graves. C'est pas comparable, Ziv. C'est pas comparable avec Kvyat en Chine parce que en Chine, il y avait effectivement la place. Ici, Hamilton, on le voit bien sur les ralentis, en caméra embarquée. Effectivement, le problème, c'est qu'Hamilton a dû prendre une décision instantanée parce que la voiture devant lui a ralenti de façon tout à fait soudaine, parce que voilà, Rosberg a fait une erreur, clairement une erreur dans les modes, les réglages de cartographie moteur qui font qu'au départ, on est dans tel mode, on a besoin de chevaux de puissance pour le départ, ensuite on change, etc., etc. On a bien vu, clairement vu dans les explications et sur les caméras embarquées que Rosberg n'était pas dans le bon mode, il perd 180 chevaux, si j'ai bien lu. Évidemment, Hamilton arrive dessus, il est surpris et il décide de passer à droite parce que dans un moment comme ça, voilà, il y a une fraction de seconde dans laquelle on prend la décision. Ce que je trouve un peu fort de café, c'est que Rosberg, lui, qui est au milieu de la route en train de régler son volant, en regardant quand même dans ses rétros, de façon, je dis presque, enfin, je ne vais pas dire distraite, mais et il se rabat un peu tard. Il se rabat, et il avait tout à fait le droit de se rabattre, Pierre, parce qu'il mène la course, et c'est vrai qu'il était en train de chipoter ses boutons, et qu'il avait vu qu'il avait un problème technique. Alors, il règle son problème, et puis il ferme la porte, et puis Hamilton, qui s'était engagé effectivement à le passer par la droite, normalement, devrait être quand même maître de ce qu'il fait, et voyant que cette manœuvre n'allait pas réussir, il aurait pu sauter sur ses freins. Non, ce qu'il a fait, il a mis deux roues, roues sur l'herbe et il n'a pas. Il ne peut pas freiner. Rosberg l'emmène dans l'herbe. Il n'a pas contrôlé son véhicule avec les conséquences. Non. Mais oui. Il est surpris parce que Rosberg va beaucoup moins vite que prévu, c'est tout. Moi, je crois que les commissaires ont dit incident de course. On en reparlera dans la deuxième partie de ce débriefing parce que voilà, on devra tirer les conséquences de cet incident pour la suite de la saison, avec le Grand Prix de Monaco pour commencer. Mais bon, j'ai envie de dire quand même à tout seigneur, tout honneur, Max Verstappen, avec cette victoire absolument historique, sensationnelle, après ce transfert, j'ai envie de dire, sauvage en interne chez Red Bull. Alors évidemment, on est admiratif de ce champion de 18 ans qui est tellement solide, qui est tellement mûr déjà, qui est tellement costaud. Mais en même temps, il a une baraka incroyable, mais c'est la chance des champions. Oui, c'était très émouvant à voir parce que on sent, Pierre, que l'histoire, on est en train d'écrire l'histoire avec un grand H. C'est un peu comme la première victoire de Vettel ou la première victoire de Schumacher. On sent qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer. Et effectivement, le garçon a tellement de qualités qu'on ne saurait pas les énumérer toutes. Maintenant, il a eu un peu de chance parce que les deux Red Bull, il fallait bien choisir une stratégie pour couvrir Vettel, une stratégie pour couvrir Kimi. Il a eu la bonne stratégie, il a fait, tout était parfait. Seulement, voilà, c'est magnifique de voir cette première victoire et voilà, le transfert de Helmut Marko a réussi. Alors c'est vrai qu'il a réussi son coup, le docteur Marko. Moi, je reste quand même un tout petit peu sceptique, un peu perplexe, disons, sur ses méthodes, qui sont quand même très, très impitoyables, appelons-le, parce que imaginez Kvyat, 2 Grands Prix avant, il est sur le podium en Chine, et puis il se fait jeter comme un malpropre, enfin dégagé, disons, pour faire la place net à Verstappen, qui est le nouveau fils préféré.
à tort ou à raison, mais je trouve ça très dur à la fois pour Kvyat, qui va quand même avoir du mal à s'en remettre moralement, on l'a vu déjà un peu ce week-end, et même pour Ricciardo, parce que Ricciardo, regardez, il bat Verstappen en qualif, et pas un peu, hein. En Q3 il fait ce qu'il faut, il lui met 4 dixièmes, et en course, il est en tête, quoi. Et le choix stratégique de dire on couvre Vettel avec Ricciardo plutôt qu'avec Verstappen, alors soit c'est vraiment de la chance, et donc c'est vraiment la réussite qui sourit à Verstappen, soit chez Red Bull, il y a un espèce d'agenda caché pour faire de Verstappen la nouvelle superstar. Bon, et je ne vous parle pas de Carlos Sainz, hein, qui lui, aurait pu peut-être mériter ou revendiquer la promotion autant que Max. Oui, c'est vrai que la politique de Helmut Marko, elle a des détracteurs, mais elle montre quand même des résultats. Il nous a sorti Vettel du chapeau, et puis il nous a sorti Ricciardo du chapeau, et maintenant il nous sort Verstappen. Donc ce sont 3 talents exceptionnels. Ces talents sortent de la filière Red Bull, donc c'est quand même un grand succès pour Helmut Marko. Verstappen n'est pas vraiment la filière Red Bull, hein. On l'a pris... la première fois qu'il a porté les couleurs Red Bull, c'était en F1, je crois. Oui, mais bon, ok. Helmut Marko a eu le flair et a eu les moyens de sa politique. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Moi, ce que je trouve un peu critiquable, c'est la méthode, et c'est le fait d'en cours de saison, comme ça, de considérer les pilotes comme des pions sur un échiquier. Et voilà, c'est la génération des pilotes Kleenex. Bon, ok, c'est sans doute une image de la société actuelle, hein, oui. Mais bon, évidemment, quand ça marche, et ça a marché au-delà de toute espérance avec Max Verstappen, on ne peut que s'incliner. Mais c'est très dur pour Kvyat, qui est un garçon qui a beaucoup de qualité et qui a un mental de fer, et moi je crois qu'il va rebondir. Il a maintenant... quand même plus de 10 courses ou 15 courses pour se refaire et pour montrer ses qualités. Donc s'il arrive à battre Sainz, donc peut-être que sa carrière ne sera pas finie. Et donc à ce moment-là, il faudra se faire des soucis pour Sainz. D'un autre côté, c'est vrai que s'il n'arrive pas à battre Sainz, on oubliera vite Kvyat. C'est bien dommage parce que c'est Helmut Marko qui l'avait promu de la GP3 et qui en disait des mots et merveilles. Mais c'est le système de Helmut Marko qui regarde d'abord les performances, et en plus, c'est vrai qu'il y avait une arrière-pensée, c'est qu'il fallait absolument garder Verstappen au-delà de 2016, parce que Ferrari a vraiment montré l'envie de l'engager, donc il fallait absolument le signer pour le long terme, et c'était une manière de le fidéliser. Oui, écoute, je pense qu'il était quand même déjà verrouillé, avec une promotion garantie en 2017, donc voilà, on précipite les choses, c'est leur méthode à l'autrichienne, on aime ou on n'aime pas, c'est un constat. Concernant Kvyat, pour conclure, c'est vrai que c'est dur. Est-ce qu'il peut rebondir? Moi, je crains que chez Toro Rosso, il aura du mal. Maintenant, il y a des intérêts russes en F1 et pourra peut-être se sauver ailleurs, parce que finalement, il n'a jamais que 21 ou 22 ans, ce pauvre type. Et voilà, hein, se retrouver à la retraite, c'est un peu tôt. Marco est allé le chercher même en Formule Renault 2 litres à l'époque, Kvyat. Et bon, il faut quand même aussi reconnaître que sur les 4 premiers Grands Prix, Kvyat s'est fait battre, j'ai envie de dire, à plate couture par Ricciardo en qualif. Et que même au Grand Prix de Chine où il fait un podium, Ricciardo a été victime d'une crevaison alors qu'il était devant et il aurait terminé loin devant Kvyat. Donc il n'y a pas que les incidents du Grand Prix de Russie qui ont justifié cette mise à l'écart. Il y a aussi depuis le début de la saison, Kvyat déçoit, et voilà, chez Red Bull, on ne peut pas décevoir. C'est ainsi, et c'est très bien finalement, puisque de toute façon, c'est eux qui décident, c'est eux qui sont du bon côté du chéquier. On parle évidemment encore de ces événements et surtout de la tension et des conséquences de la bagarre chez Mercedes dans notre seconde partie du débriefing F1 ITV.